Nous sommes avec Christian Estrosi, ancien ministre, maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Bonjour monsieur. Nous sommes avec Lydie Sartou, directrice projet et solutions transition énergétique d'Enedis. Bonjour madame. Nous sommes avec Maximilien Pellegrini, directeur général Eau-France de Suez. Bonjour monsieur. Et nous sommes avec Christophe Bouillon, monsieur le président de l'Association des petites villes de France, je vous entends. Monsieur le maire de Barentin, en Seine-Maritime. Et je vous vois, c'est formidable. Christian Estrosi, encore récemment, la métropole niçoise a été victime, coup sur coup presque, d'une catastrophe naturelle dans l'arrière-pays et d'un attentat islamiste. Comment, à votre échelle, vous pouvez travailler à la prévention de ces risques et surtout comment vous pouvez les surmonter? Je dois dire que être un maire comme tous les maires, de la plus petite commune jusqu'à la plus grande commune de France, ici à Paris, qui a déjà à gérer en partenariat avec l'État et les autres collectivités, mais sa part de responsabilité sur la crise sanitaire, puis sur la crise sociale et économique qu'elle génère en même temps, fait de cette année 2020 pour nous une charge extrêmement lourde. Et quand se greffe là-dessus, à l'échelle de la métropole que je préside, la tempête Alex, avec 16 disparus, des dizaines de maisons emportées, de villages fragilisés, plus de 50 km de voiries détruites, plus de 70 km de tuyaux d'eau potable et de stations de traitement des eaux détruites, 20 stations d'épuration détruites, les réseaux de télécommunications, les réseaux électriques, où d'un coup d'un seul des territoires ont le sentiment d'être coupés du monde tout en étant à 60 km de la 5e ville de France, puisque le modèle de métropole que j'ai construit est un modèle qui part du sommet des bassins versants du massif du Mercantour à 3200 mètres d'altitude pour se terminer au bord de la Méditerranée, et que s'ajoute quelques jours plus tard un attentat avec ce barbare qui, dans une basilique de Nice, est venu égorger 3 personnes. Naturellement, sur les épaules d'un maire, c'est lourd. Beaucoup. C'est très lourd. Émotionnellement, pour la population, où il faut éviter que tout cela ne génère des tensions et qu'en même temps, vous deviez répondre en mobilisant des équipes de psychologues, de médecins, d'urgentistes. C'est vous-même qui devez aussi déployer ce suivi. Tissu social et de solidarité extrêmement fort, c'est très lourd. Et donc dans ces moments-là, nous avons besoin de la contribution de tout le monde, de l'État d'abord, et je remercie le président de la République qui est tout de suite venu sur place, le Premier ministre aussi. Mais comme c'est nous qui avons d'abord compétence pour agir sur tout cela, il nous faut aussi des partenaires comme ceux qui m'entourent, qui sont à mes côtés, l'eau, l'électricité, qui sont des enjeux majeurs parce que au moment où vous risquez d'un coup d'un seul d'avoir une hémorragie démographique de gens qui s'en vont, et j'ai accueilli plus de 600 personnes à Nice par un transit d'hélicoptères que j'ai organisé depuis chaque village pour ceux qui avaient ou tout perdu ou dont les résidences étaient devenues inhabitables. Mais ceux pour lesquels c'était resté habitable, mais sans eau et sans électricité et sans communication, alors là, pour le coup, il faut en 24 heures ou 48 heures tout rétablir. Et c'est ce que nous avons réussi à faire grâce aux partenaires qui sont les nôtres. Et je salue à la fois Enedis, Suez et tous les intervenants qui ont été à nos côtés à cette occasion. Alors justement, Enedis est connu pour sa force d'intervention rapide d'électricité. Est-ce que justement ça a été à la hauteur de vos attentes? Totalement. Je dirais que c'est même le partenaire
entrepreneuriale, puisque pour beaucoup de sujets, nous sommes, nous, directement impliqués. Je pense aux voiries, je pense à l'eau, où nous avons une régie métropolitaine qui gère 3500 km de tuyaux d'eau potable, ou que ce soit l'assainissement, où nous sommes directement responsables. Mais sur l'électricité, nous sommes partenaires d'Enedis, et je dirais qu'en moins de 24 heures, 90% des foyers étaient rétablis à l'électricité, et en moins de 3 jours, grâce notamment à des groupes électrogènes de très grande dimension que nous avons héliportés ensemble en partenariat, nous avons pu réalimenter 100% des 2 vallées qui étaient sinistrées. Lydie Sarthout, justement, chez Enedis, comment vous faites en sorte d'intervenir aussi rapidement, et puisqu'on est au Forum Zéro Carbone, je vais peut-être prendre le sujet sous le bout de la lorgnette, mais comment convertir ces groupes électrogènes qui fonctionnent aujourd'hui beaucoup au diesel pour les convertir et les rendre plus propres? Prenez votre micro, s'il vous plaît. En effet, nous travaillons à décarboner les groupes électrogènes pour qu'ils soient plus diesel, et donc on a des solutions de batterie, très grande dimension. Je voudrais revenir sur justement la gestion de crise, parce que c'est vraiment dans l'ADN d'Enedis de gérer ces crises majeures climatiques. Et au-delà de cet aspect purement opérationnel aussi, nous sommes vraiment engagés résolument dans la transition énergétique, la transition écologique, pour faire face à ces aléas climatiques et cette crise environnementale. Et nous le faisons en partenariat avec les collectivités locales, pour les territoires, pour les clients et pour les citoyens. Donc ça, c'est très important. Alors, comment agit-on plus concrètement sur le terrain ? De manière très opérationnelle, nous avons une capacité d'intervention en effet rapide. Nous sommes très organisés au niveau local, et nous nouons des partenariats très rapidement avec les élus, les représentants de l'État, les autres services publics et les partenaires entreprises privées que nous avons localement. Et puis au niveau national, nous avons cette force d'intervention rapide d'hommes et de femmes qui sont formés à ces situations, et également du matériel, comme vous le citiez, Monsieur Estrosi. Donc nous avons cette capacité de mobiliser des forces très rapides pour réalimenter nos clients, et c'est toute la force de l'entreprise. Et on voit que ces crises sont de plus en plus fréquentes, violentes. Donc il faut vraiment. Ça vous oblige à repenser votre logiciel de pensée, votre logiciel d'action régulièrement? Totalement. Et là, nous sommes vraiment embarqués dans une réflexion et des actions. Nous sommes déjà dans l'action pour rendre nos réseaux beaucoup plus résilients et beaucoup plus robustes. Alors, comme vous le savez, les réseaux ne nous appartiennent pas, ils appartiennent aux collectivités locales qui nous confient l'exploitation et la maintenance de ces réseaux. Et à ce titre-là, en partenariat, dans le cadre, nous sommes concessionnaires, nous investissons des sommes considérables pour être au rendez-vous de cette transition énergétique. Typiquement, 1 milliard d'euros par an sont consacrés sur les 4 milliards qu'on investit au total chaque année pour la modernisation et la résilience de ces réseaux. Donc nous nous transformons en profondeur pour vraiment être au rendez-vous de cette transition énergétique et écologique, en trouvant et en co-construisant des solutions adaptées et innovantes. Christophe Bouillon, la transition écologique ne peut que se faire ensemble, on l'a compris, les entreprises et les collectivités. Que vous apporte le secteur privé au maire que vous êtes? Alors, d'abord, je rejoins les précédentes interventions sur le fait qu'il y aura sans doute de plus en plus de crises avec une intensité beaucoup plus forte. Donc, chacun a en mémoire ce vieil adage, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il y a à la fois besoin de travailler avec le secteur privé et la compétence du secteur privé. On vient de le voir avec les propos à l'instant de la responsable d'Enedis. Mais on a besoin aussi de prévenir au mieux. Et pour prévenir au mieux, il faut pouvoir s'appuyer non seulement sur cette compétence, mais faire en sorte que des petites villes, par exemple,
puisse disposer de moyens d'ingénierie pour mettre en forme ces actions de prévention. Donc il y a l'urgence quand la crise arrive, mais il y a comment on évite les crises. Et là, je pense qu'on a nécessité absolue d'investir et d'investir fortement. Ce qui est intéressant à travers les actions qui sont menées aujourd'hui par beaucoup de collectivités, finalement, quelle qu'elle soit leur taille, dans le domaine de la transition écologique, c'est que ça nous donne l'habitude de travailler ensemble. Ça crée non seulement un climat de confiance, il est indispensable, mais ça permet très vite d'identifier où il y a des freins, des obstacles, des difficultés. Et cette identification des difficultés, elle nous permet d'être encore beaucoup plus résilients. Et c'est ça qui compte. Donc, en étant plus résilients, on a aussi cette capacité, quelque part, de mieux prévenir. Donc, les collectivités locales, et depuis un certain nombre d'années, travaillent vraiment en grande confiance aujourd'hui avec les acteurs privés qui agissent déjà sur leur territoire. Maximilien Pellegrini, justement, vous, dans vos interventions, vous privilégiez le format public-privé, non pas le fameux PPP, mais on va dire un autre acronyme, la CEMOP, notamment la Société d'économie mixte à opération unique. C'est le meilleur outil, avec les SEM en général, pour aborder ces questions ? Je vais revenir sur, bonjour à toutes et à tous, je vais revenir sur la question de l'outil, mais j'ai la chance d'être responsable d'une entreprise qui est née en 1880 et qui accompagne les collectivités territoriales dans les projets de territoire et en faisant de l'eau et l'assainissement un véritable levier. Donc je crois profondément, cheville au corps, que le partenariat public-privé apporte de la valeur et permet au territoire de se développer, à condition évidemment que chacun reste à sa place. Je crois que les modalités contractuelles entre les collectivités et les entreprises privées ont énormément évolué. Les DSP d'aujourd'hui ne sont pas les DSP d'hier. Délégation de service public. Délégation de service public, merci. Avec des conseils d'administration ouverts aux parties prenantes, avec des sociétés dédiées. Les régies sont nos clientes, on leur apporte des technologies et des savoir-faire quand on en exprime les besoins. Et puis, plus récemment, importer du modèle espagnol, des CEMOP, pour lesquels nous intervenons aux côtés de nos clients et qui nous permet d'avoir une convergence de points de vue, notamment dans les sujets un peu critiques. Donc évidemment, je crois profondément à cette collaboration qui s'exprime et qui tient assez bien la corde dans les périodes de crise, indépendamment des modalités contractuelles qui nous unissent. On est à disposition des territoires pour intervenir. On l'a fait sur les territoires du Sud récemment avec des épisodes d'inondation extrêmement meurtriers. On le fait aussi en période de sécheresse pour essayer d'accompagner un peu les populations. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas le choix. Quand on regarde le mur qui est devant nous, sur le plan économique et social, c'est une évidence absolue. Mais si je reviens au sujet d'eau, on estime entre 15 et 20 milliards les besoins d'investissement en infrastructure dans les 5 prochaines années pour se mettre au niveau. Donc évidemment que cette collaboration a s'illustre dans les moments fatidiques de crise, mais je crois, en tout cas... Pardon de vous poser la question brutalement, mais combien de milliards dans le plan de relance ? 300 millions sur 30 milliards dédiés à la transition écologique sur les sujets d'eau. Donc on voit bien que le sujet d'eau n'a pas été suffisamment traité, donc il faudra collectivement qu'on soit imaginatif, innovant pour apporter des solutions. Néanmoins, je pense qu'on doit basculer d'une politique d'atténuation, et je rejoins ce qui a été dit, à une politique d'anticipation, de manière à essayer d'anticiper ces épisodes dont on sait malheureusement qu'ils vont se répéter à fréquence de plus en plus rapprochée. Et on sait très bien qu'on va évoluer aussi dans des périodes sobres, de frugalité. Donc charge à nous, secteur privé, d'amener de l'innovation, du savoir-faire, pour que ces investissements soient mieux choisis et qu'on investisse le bon euro au bon endroit, au bon moment. Alors la crise financière, on n'en a pas parlé, là aussi, les métropoles et les grandes villes ont perdu 2 milliards d'euros. Je ne sais pas exactement combien vous avez perdu à l'échelle de la métropole niçoise, mais comment on peut préparer l'avenir avec des moyens réduits et contraints ? Bon, d'abord, nous n'avons pas perdu considérablement, nous le verrons en réalité sur les recettes fiscales en 2021, puisque en 2020, nous percevons les recettes fiscales de 2019 qui étaient excellentes. Et donc je ne pense pas que nous soyons le territoire de France, même si nous aurons un impact qui soit le plus impacté. En même temps, j'ai dû faire des arbitrages, naturellement, pour accompagner la crise sanitaire. D'abord, je rappelle qu'au printemps dernier,
là où l'État était incapable de protéger, y compris son propre corps médical. C'est la collectivité chez nous qui s'est quasiment substituée à l'État, jusqu'au personnel hospitalier, et qui avons organisé les drives pour distribuer les masques, les gants, le gel, Tout autant de dépenses supplémentaires. faire des portages chez les personnes âgées, de repas à domicile tous les jours pour plus de 10 000 personnes par jour, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est devenus des logisticiens. Oui. Et que par rapport à ce que disait mon collègue qui nous parlait d'une petite échelle, moi je pense que l'avenir est aux grandes intercommunalités qui mutualiseront beaucoup de moyens. Qu'est-ce qui fait que nous avons par exemple dans le département des Alpes-Maritimes 3 vallées qui ont été sinistrées, la Roya, qui ne fait pas partie de la métropole et qui à mon avis est durablement sinistrée, parce qu'elle dépend un peu du département, un peu d'une petite agglomération, un peu des compétences communales. Et celle de la Tinée et de la Vésubie, qui font partie du haut pays de Nice et qui sont dans notre métropole, c'est que nous avons pu, en moins de 24 heures, mobiliser toutes les subdivisions des routes, Oui. avoir une régie unique de l'eau qui gère elle seule 3500 km de tuyaux d'eau potable et qui a une ingénierie extrêmement puissante et forte où tous nos efforts se sont concentrés au service de ces 2 territoires de notre métropole et que aujourd'hui, même si nous savons que sur certaines reconstructions il faudra 2 ou 3 ans, 2 mois plus tard, alors qu'on nous disait que durablement tout était foutu, toutes les écoles fonctionnent, les collèges du Haut-Pays fonctionnent, un lycée des métiers de la montagne fonctionne, et qu'hier matin, j'ai réouvert nos 2 stations de sport d'hiver, Oron et Isola 2000, qui sont ouvertes, reliées par la Tinée et la Vésubie, pour les seuls mineurs affiliés à la Fédération française de ski, puisque c'est l'arrêté ministériel exactement. qui autorise cela, mais de voir nos stations fonctionner avec des enfants qui pratiquent du sport d'hiver et qu'on s'y rend normalement, alors qu'il y a 2 mois, il y avait 50 km de route qui avaient été emportés. C'est la force de la métropole qui a permis tout cela, avec des sous-traitants de nos entreprises qui ont des marchés à bon de commande et mobilisables en moins de 24 heures grâce à l'ensemble de ces moyens qui sont rassemblés et qui ont pu accompagner l'ensemble des ingénieurs et des personnels de la métropole. Donc voilà, il faut réfléchir aussi à cela, au modèle d'anticipation, puisque ça a été évoqué, où nous avons bâti il y a maintenant 6 mois pour les décennies à venir une agence de sécurité sanitaire et environnementale et de gestion des risques, bien conscient que naturellement nous rentrions dans une période où maintenant il fallait avoir une capacité avec des météorologues, avec des scientifiques, avec des start-up qui soient associés à notre démarche, d'utiliser avec l'intelligence artificielle, la 5G, où nous sommes un des premiers territoires aujourd'hui à être couverts par la 5G, les technologies numériques qui de manière prédictive vont nous permettre d'anticiper pendant les années à venir un certain nombre de menaces auxquelles nous serons confrontés. Justement, je voulais faire réagir Christophe Bouillon, président de l'Association des petites villes de France. On a souvent parlé ensemble des intercommunalités XXL. Donc là, dans ce cas de figure, elles sont utiles, finalement. Bon, je crois qu'il faut sortir du débat les gros contre les petits. C'est vrai que les intercommunalités XXL, elles ont aussi quelques défauts, ne serait-ce qu'en termes de gouvernance. Par contre, je rejoins parfaitement les propos de Christian Estrosi. Elles ont une capacité d'avoir de la compétence, de l'ingénierie, des moyens comme jamais. Ce qui compte, je pense, c'est le principe de subsidiarité. C'est finalement de faire agir la collectivité qui est la plus efficace pour faire face à une crise, par exemple. Et moi, je crois aussi beaucoup à la planification. Ce qui est utile, c'est quoi? C'est d'avoir des plans d'urgence, des façons d'identifier très vite les moyens qu'on doit déployer lorsqu'on fait face à une crise. Il ne s'agit pas de dire que toutes les collectivités
peuvent le faire à moyens équivalents. Ça n'existe pas. Au nom du principe de réalité, on voit bien qu'une petite communauté de communes, une petite commune n'aura jamais les moyens d'attirer à elle des ingénieurs ou des moyens techniques, des moyens en termes d'engins équivalents à ceux d'une grosse collectivité. Mais faisons attention malgré tout, ça c'est un credo au niveau de l'Association des petites villes de France, à ne pas avoir une forme de métropolisation non maîtrisée. Parce que la métropolisation amène aussi un certain nombre d'autres difficultés en termes d'enjeux autour de la transition écologique. Donc il faut surtout s'appuyer finalement sur ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir l'ensemble du territoire français qui est couvert par des intercommunalités. On a une capacité aujourd'hui, vous le savez, de faire travailler ensemble des métropoles et des petites intercommunalités autour de ce qu'on appelle des contrats de réciprocité, par exemple, des ententes territoriales. Donc il existe les moyens aujourd'hui de faire en sorte qu'on travaille ensemble. Je pourrais citer le cas de la métropole de Toulouse, qui a un contrat de réciprocité avec des territoires environnants sur un certain nombre d'aspects. Donc c'est possible de travailler ensemble. Mais travailler ensemble, ça ne veut pas dire fusionner. Merci Christophe. Oui, je voudrais réagir naturellement. Aucun territoire n'est comparable à un autre. Bien sûr. Bon. Et donc, je suis bien conscient que ce qui est difficile pour une petite commune, ce serait d'être écrasé par la gouvernance d'une intercommunalité où le maire ne soit pas respecté par cette intercommunalité. D'ailleurs, ça m'est reproché par la Chambre régionale des comptes, c'est d'avoir bâti une métropole, mais c'est la seule en France qui est bâtie sur ce modèle, puisqu'elle est issue de la loi Sarkozy, et avant la loi Lebranchu de 2014, oui, aucune autre métropole ne s'est construite en France. Nous, elle s'est construite par volontarisme. C'est-à-dire que 100% des maires de 49 communes ont été unanimes pour bâtir, depuis le plus petit village de 70 habitants, où passe la route la plus haute d'Europe, au col de la Bonnette Restefond, dans le parc national du Mercantour, jusqu'à la ville de Nice, qui a près de 400 000 habitants, et où j'ai fait un conseil des maires, où un maire égale une voix. C'est-à-dire que ma voix est égale à celle du maire de cette commune de 70 habitants. Et que si nous ne prenons pas des décisions à l'unanimité, quelle que soit notre appartenance politique, à 49, nous n'inscrivons pas à l'ordre du jour du Conseil de métropole une délibération. Donc c'est vous dire à quel point nous avons bâti, nous, un modèle dont je souhaiterais que le gouvernement s'inspire pour qu'il y ait justement cette équité, cette justice, pour qu'il y ait le soutien des gros envers les petits, avec une équité et une justice équivalente. Lydie Sarto, en une minute, comme ça aussi on pourra donner la parole à Maximilien Pellegrini, en une minute, une idée justement pour doper ces relations publiques-privées face aux crises. Alors, il y en a beaucoup en effet. Par exemple, je pourrais vous citer une petite expérimentation qui va voir le jour là dans les jours à venir ou les semaines à venir. C'est la création en Haute-Corrèze avec le syndicat d'électrification de la Diège d'un smart grid. Donc un réseau intelligent, oui, en milieu rural. Donc ça c'est extrêmement innovant, c'est une première, c'est-à-dire qu'on îlote une zone et ça permet d'être alimenté en panneaux photovoltaïques en cas de besoin, par exemple en cas d'aléa climatique. Donc en cas de coupure, en cas de coupure. Donc c'est vraiment comme vous savez faire tout déjà à de fait l'effacement aussi. Exactement, des flexibilités. Pour la station de ski Isola 2000, nous avons mis en place ce qu'on appelle les flexibilités locales. C'est tout à fait nouveau. 2 contrats qui ont été signés localement par des sociétés privées qui sont prêtes à actionner des flexibilités pour permettre des consommations de pointe pour la station de ski. Maximilien Pellegrini, justement. Tout comme Monsieur le Ministre, je suis absolument convaincu qu'aucun territoire ne se ressemble et dans tous les appels d'offres auxquels nous participons aujourd'hui, nous nous sommes donnés comme mission de faire émerger l'intelligence territoriale et donc nous n'apportons plus la valeur ajoutée seule, nous faisons émerger les PME, les startups du territoire, le monde académique. On a de magnifiques relations avec l'IMRED, avec lesquelles on a des projets d'avenir. Et l'idée, c'est de dire que Suez devient une plateforme de l'intelligence des territoires qui en regorge.
Plateforme de service au service de l'intelligence collective. Exactement, parce que certaines start-up et PME des territoires n'ont pas toujours accès au marché, ne peuvent pas toujours se développer, et elles ont beaucoup d'innovations et de valeur ajoutée à proposer. Donc ça fait partie de notre rôle et de notre mission de les accaparer de notre bagage, de manière à ce que la valeur ajoutée que nous apportons à nos clients soit complète et parfaite. Merci à toutes et à tous.